Quand on entend le nom de Marie-Antoinette, on pense à la poudre, aux pâtisseries et à la gélatine. On l'accusait de gaspillage, on se moquait d'elle dans les caricatures et on la détestait en tant qu'Autrichienne. Mais qui était-elle vraiment? Aujourd'hui, nous raconterons son histoire, de son enfance à Vienne jusqu'à son dernier jour à Paris, celle d'une petite fille de la famille des Habsbourg. Elle est devenue un pion dans la grande politique. Pourquoi la France ne l'a-t-elle pas acceptée et comment elle a essayé de construire son refuge loin de la cour? Nous le raconterons plus loin. Qu'y avait-il derrière le mythe? Qu'il mange de la brioche? L'a-t-elle vraiment dit une fois? Que s'est-il passé dans les derniers jours de sa vie et à quoi ressemblait le silence dans sa cellule? Ce n'est pas simplement l'histoire d'une reine. C'est le récit d'une personne prise au piège de l'histoire, des attentes et du silence. Propose des sujets pour de nouvelles vidéos et abonne-toi à la chaîne. Les histoires pour s'endormir sortent ça chaque jour. Installe-toi confortablement. Nous allons maintenant partir au XVIIIe siècle, là où le doré de Versailles cachait l'angoisse et la tempête qui approchait. Marie-Antonia est née le 2 novembre 1755 à Vienne, dans le palais impérial de Hofburg. Elle était le 15e enfant de l'impératrice Marie-Thérèse et de l'empereur François Ier. Sa mère était la seule femme sur le trône dans l'histoire de la monarchie des Habsbourg. Elle n'était pas seulement la tête d'un immense empire, mais aussi François Ier était empereur du Saint-Empire romain, mais dans la famille, il jouait un rôle doux. Dans la famille des Habsbourg, chaque enfant faisait partie d'un calcul diplomatique. Le luxe dans l'éducation se limitait uniquement à l'apparence extérieure. Au fond, il y avait la simplicité et une discipline stricte pour préparer les enfants aux responsabilités futures. Antonia grandissait parmi de nombreux frères et sœurs dans une maison où la vie familiale battait son plein et où se prenaient des décisions internationales importantes. Elle ne brillait pas par ses succès scolaires. Les professeurs se plaignaient de sa distraction et de son manque d'assiduité, mais elle aimait la musique et avait une bonne oreille. Les domestiques aimaient Antonia pour son ouverture et son caractère doux. Le père, François Ier, lui témoignait une affection particulière, la caressant souvent affectueusement la tête. Malgré son emploi du temps chargé, le père trouvait du temps pour discuter et se promener avec les enfants, appelant souvent Antonia « petite vis-à-vis ». La mort soudaine de François Ier en 1765 bouleversa Antonia qui n'avait alors que 10 ans. Au Hofburg, on suspendit des draperies noires et les cours de musique furent annulés. Un jour de printemps, en jouant dans le jardin avec sa petite sœur, Antonia entendit la servante parler du déménagement imminent en France. La fillette se contenta de sourire, ne prêtant pas attention aux paroles. Pour elle, la France semblait un lieu féerique et lointain. Elle ne savait pas encore que bientôt son nom changerait en Marie-Antoinette et que sa vie changerait radicalement. À 14 ans, Marie-Antonia comprenait déjà qu'elle ne resterait pas à Vienne. Sa mère négociait avec la France et une alliance par mariage semblait la meilleure solution après de longues guerres. Le dauphin français, petit-fils de Louis X, avait besoin d'une fiancée. La princesse autrichienne convenait parfaitement pour renforcer les alliances entre les États. Lorsque la décision fut prise, Antonia fut appelée auprès de sa mère. La conversation fut brève. « Tu épouseras le dauphin de France. C'est important pour l'Empire et tu t'en sortiras. » Au printemps de l'année 1770, des documents officiels sont arrivés. La cour française a donné son consentement au mariage. La cérémonie par procuration a eu lieu à Vienne. Antonia s'est formellement mariée avec Louis XVI. Quelques jours plus tard, elle a été envoyée à la frontière où un pavillon avait été construit, un territoire neutre. Dans le pavillon, un rituel de rupture avec le passé a eu lieu. On lui a retiré ses vêtements autrichiens, confisqué ses jouets, lettres et bijoux. Elle est sortie dans une nouvelle robe cousue à Paris et a reçu un nouveau nom, Marie-Antoinette. Une nouvelle vie a commencé en France. Les premiers jours en France furent comme un défilé. Passage par les villes, réceptions, fleurs et foules enthousiastes. À Strasbourg, des enfants chantaient pour elle. À Reims, les cloches sonnaient. Le banquet a eu lieu dans la journée et le soir, des feux d'artifice. Sur la place à Paris, il y avait tellement de monde qu'une bousculade s'est produite. Plus de 100 personnes sont mortes. Mais au palais, on n'en parlait pas. Le lendemain matin, Marie-Antoinette s'est réveillée dans un grand lit à baldaquin dans la chambre du dauphin. Elle était entourée de servantes. Elle ne s'appartenait plus. Tout, de la coiffure à l'expression du visage, faisait désormais partie d'un rôle public. Elle était devenue princesse française, mais restait cette même fille. Autrefois, elle nourrissait les perroquets dans la serre du Hofburg. Les relations avec son mari restaient tendues. Louis était maladroit et taciturne, passant ses soirées à sa collection de clés sans montrer ni romantisme ni intérêt. Leur union était une formalité. Les rumeurs selon lesquelles le mariage n'était pas consommé parvenaient même à la cour de Vienne, soulignant la froideur de leur relation. Pour se distraire, Marie-Antoinette cherchait du réconfort dans les divertissements. Elle jouait aux cartes, assistait à l'opéra et organisait des bals costumés.
Elle aimait particulièrement le Petit Trianon, une résidence de campagne à Versailles où il n'y avait pas de protocole, seulement la liberté et le calme loin de la cour. Dans son cercle d'amis proches, on pouvait jouer de la musique à toute heure et porter des robes sans corset. Pour Versailles, c'était un défi aux traditions et aux normes de la cour. Les courtisans ne comprenaient pas pourquoi la reine jouait à la bergère, portait des robes simples et servait parfois elle-même le thé à ses invités, enfreignant les règles de la cour. Les journaux commencèrent à écrire sur la dépense excessive de la reine et les caricatures la montraient dansant, riant, habillée en dehors de son rang, suscitant condamnation et commérage. La reine ne répondait pas aux ragots et aux rumeurs. Parfois, elle était prise de mélancolie. Et dans une lettre à son frère Joseph II, elle avoua se sentir comme un oiseau en cage. Son frère, ayant visité la France incognito, lui donna un conseil sévère. « Sois plus modeste. La France ne pardonne pas la faiblesse et ne tolère pas le jeu. » Ce qui aggravait sa situation. Avec le temps, la situation s'aggrava. La reine et Louis n'avaient pas d'enfants, ce qui provoqua une pression de la part des courtisans et des puissances étrangères, l'accusant d'infertilité. L'impératrice écrivait des lettres sévères à sa fille, la suppliant de patienter avec patience, mais soulignant « Tu dois accomplir ton devoir », intensifiant la tension au sein de la famille. Finalement, en 1778, la reine donna naissance à une fille, Marie-Thérèse, ce qui diminua un peu la pression et suscita l'intérêt public. Une moitié de Paris assista aux feux d'artifice lumineux. La foule saluait le nouveau-né, les carrosses chargés de cadeaux ne cessaient d'arriver pendant plusieurs jours, créant une ambiance festive dans la ville. Mais la reine ne se réjouissait plus comme avant. Elle comprenait que l'opinion publique était changeante, et extérieurement, tout semblait prospère. Mais à l'intérieur, régnait l'inquiétude. Autour d'elle brillait l'éclat, bals, robes, musique. Mais à l'intérieur grandissait un sentiment d'isolement. Elle était l'épouse du dauphin, futur roi, mais ne ressentait ni amour ni soutien. Chaque moindre erreur devenait un sujet de murmure et un sourire, un motif de soupçon. Elle vivait au Palais d'Or, entourée de miroirs, mais ne se voyait pas en eux. Elle portait un masque qu'on lui avait mis lorsqu'elle passa de l'enfance au rôle, d'un pays à un autre. Ce n'était pas son essence, mais seulement une image pour le public. Quand Louis X mourut, Louis devint roi et Marie-Antoinette reine de France. Elle n'avait que 19 ans et elle s'efforçait de garder sa dignité. Dans les premiers jours après le couronnement, elle ne cachait pas son inquiétude. La responsabilité reposait désormais aussi sur elle, en tant qu'épouse du monarque et princesse. Le peuple observait chacun de ses pas avec espoir, curiosité et parfois suspicion. Sa vie devint un spectacle public où il n'y avait pas de place pour les erreurs. Devenue reine, Marie-Antoinette reçut le Petit Trianon, un palais de campagne dans le parc de Versailles, construit sous Louis XV. Le Petit Trianon devint son refuge. Elle ordonna que personne n'y entre sans invitation personnelle, même pas les ministres et les courtisans. Pour la première fois de sa vie, Marie-Antoinette disposait d'un espace où elle pouvait être simplement elle-même, sans masque ni attente. Au Trianon, elle rassembla un cercle restreint de proches, ceux qui la comprenaient et la soutenaient dans les moments difficiles. Dames, actrices, musiciennes et quelques aristocrates, sans lien avec les intrigues de la cour, se réunissaient ensemble. Il n'y avait ni grand bal, ni débats politiques, ni longs discours. Au lieu d'événements officiels, ils se promenaient dans le jardin, écoutèrent de la musique et tenaient des conversations légères lors de soirées chaudes, sans témoins ni regards indiscrets. Sur le domaine du palais, Marie-Antoinette aménagea un petit village avec une ferme, un moulin et un étang, où l'on élevait de vraies vaches et poules, fabriquait du fromage et cuisinait du pain. Marie-Antoinette aimait se promener dans ces ruelles villageoises vêtue d'une simple robe en mousseline et d'un chapeau de paille, sans prétendre être paysanne, mais simplement pour fuir la vie de cour. C'était sa manière d'échapper à la pression et à l'attention constante qu'elle subissait à Versailles. Beaucoup à la cour ne comprenaient pas ce comportement et le trouvaient audacieux. Pour la noblesse conservatrice, une reine refusant les réceptions somptueuses et portant une robe simple représentait un défi aux traditions et aux règles de l'étiquette de la cour. Pour un peuple souffrant de la crise économique, son jeu de fermière semblait une moquerie et les journaux se moquaient de son village et de son mode de vie. Dans les pamphlets, elle était représentée trayant des vaches avec des diamants aux doigts, ridiculisant ses tentatives de trouver la paix au milieu de la crise dans le pays. Malgré cela, elle continuait à fréquenter son lieu isolé, sachant que chacun de ses pas était surveillé et que son comportement était discuté. Dans des lettres à son frère Joseph II, elle avouait que Trianon était le seul endroit où elle pouvait respirer librement et être elle-même. Un jour, elle écrivit « Je ne suis pas née pour ce trône. Il y a trop de regards et trop peu de silence ici, reconnaissant la lourdeur de son rôle. » Son frère essayait de la convaincre, lui rappelant que la reine ne peut être une personne privée et doit respecter les attentes et devoirs publics. Elle n'écoutait pas, et Louis intervenait rarement.
Il ne s'opposait pas à ses passions, n'interdisait pas ses voyages à Trianon et ne commentait pas ses dépenses. Lui-même préférait la solitude, la chasse, les serrures mécaniques et les livres. Leur union était froide mais paisible. En apparence, un couple royal, dans la vie, comme des voisins. Un jour à Trianon, Marie-Antoinette organisa une petite soirée musicale. Seuls les proches y participaient, un violoncelliste, des chanteuses, une scène de chambre, quelques amis. Elle apparut en robe claire, sans couronne, ruban ni perruque, les cheveux lâchés. Quelqu'un dit « Vous n'êtes pas la reine, vous êtes simplement Marie ». Elle sourit et répondit « C'est précisément pour cela que je viens ici ». Mais même là, la pression persistait. Les rumeurs d'intrigues amoureuses s'infiltraient à travers les murs du Trianon. Les journaux laissaient entendre, les commérages exagéraient, les politiciens recueillaient des dossiers compromettants. Tout ce qu'elle faisait était interprété comme un symbole de légèreté et de gaspillage. On la critiquait pour ses dépenses, mais les historiens calculeront plus tard. L'entretien du petit Trianon était incomparablement moins cher que celui des autres résidences. Le problème n'était pas dans les chiffres, mais dans le symbole. Les gens mourèrent de faim et elle se taisait, ne condamnait pas et ne parlait pas. Le silence. Les discours royaux résonnaient plus fort que les mots. Cette phrase est attribuée à une grande princesse dont le nom n'est pas mentionné. À l'époque, Marie-Antoinette n'avait que 10 ans et vivait à Vienne. Lorsque la Révolution française a commencé, la reine a été diabolisée et la citation lui a été fermement associée malgré l'absence de preuves. Marie-Antoinette est devenue une cible facile. Elle n'était pas aimée parce qu'elle était étrangère et recluse au Trianon. Le chômage et la pauvreté augmentèrent dans le pays, tandis qu'à la cour, les femmes poudraient leurs cheveux avec de la farine, vivant dans le luxe et l'insouciance. Les journaux et les caricatures la montraient dansant et riant, entourée d'admirateurs et de bijoux, alors que le peuple faisait la queue pendant des heures. Personne ne vérifiait les faits et l'image était pratique et vivait sa propre vie. La vraie Marie-Antoinette n'était ni follement dépensière ni indifférente aux souffrances du peuple. Au début de son séjour en France, elle faisait souvent des dons et visitait des refuges, soutenant les veuves et les orphelins. Elle a été élevée dans l'esprit du devoir dynastique, pas dans celui de la sensibilité politique. On ne lui a jamais appris à parler ouvertement au peuple, à faire des déclarations ou à faire de la propagande. L'opinion publique a perdu contre la reine. Elle n'a pas fait de déclaration publique, n'a pas donné d'interview et n'a pas essayé de se défendre devant le peuple. Elle espérait que la vérité triompherait d'elle-même. Mais les temps ont changé. Il ne suffisait plus d'être innocente. Il fallait savoir gérer son image, ce qu'elle n'a pas appris. Les gens ne voyaient pas la réalité, mais une caricature. Son visage était imprimé sur des tracts bon marché, on l'appelait Madame Déficit, et son image était utilisée pour la satire dans les théâtres et sur les places publiques. Dans les pièces de rue, on la comparait à un vampire qui suce le sang du pays. Ses attaques ne cessaient jamais, engendrant haine et peur autour d'elle. À un moment donné, elle décida de changer de tactique. Elle commença à s'habiller plus modestement, apparaissait à des événements caritatifs, essayant de montrer qu'elle n'était pas étrangère à son peuple. À la fin des années 1780, la France était plongée dans une crise. Les récoltes étaient des mauvaises. Les prix du pain augmentaient, le chômage s'accroissait. Le trésor était vide, les dettes extérieures énormes. Toute augmentation des impôts provoquait indignation et protestation dans tout le pays. Les rues de Paris devenaient de plus en plus agitées. Des tracts anonymes, accusant le pouvoir, circulaient partout. On entendait de plus en plus souvent des questions. Où va l'argent? Qui est responsable? Et pourquoi personne ne répond au malheur du peuple? Marie-Antoinette sentait que l'ambiance dans le pays changeait, mais espérait jusqu'au bout que la tempête passerait à côté. Elle croyait que le pouvoir tiendrait, que les changements n'affecteraient pas la famille royale et que tout s'arrangerait avec le temps. Le peuple était fatigué et redevenu docile, sans réaliser que la France avait déjà changé. Les journaux écrivaient ouvertement sur la faiblesse du roi et l'insensibilité de la reine. Un pamphlet accusait la reine de dépenses pour des coiffures équivalentes au pain pour 1000 familles. D'autres pamphlets affirmaient que la reine entravait les réformes. Les accusations n'avaient pas de preuves, mais se répandaient rapidement et renforçaient le mécontentement public. Marie-Antoinette apparaissait presque jamais en public. Son absence était expliquée de différentes manières, par la peur ou le mépris du peuple, ce qui alimentait encore plus les rumeurs. Elle écrivait à son frère Joseph II à Vienne, avouant qu'elle ne savait pas comment se comporter. Il conseillait d'agir rapidement, d'imposer les réformes au roi et de parler au peuple. Elle ne croyait pas au pouvoir des mots. Depuis son enfance, on lui avait appris que la monarchie est éternelle et que le peuple doit rester soumis, ce qui l'empêchait de comprendre les changements. Des menaces anonymes arrivaient à Versailles presque tous les jours. La tension montait et le peuple commençait à descendre dans les rues avec des armes et des barricades. Le 14 juillet, la Bastille fut prise. La forteresse était à peine défendue, mais sa chute devint le symbole d'une nouvelle époque. Bientôt, des foules se dirigèrent vers Versailles. Le 5 octobre, les femmes de Paris, commerçantes, blanchisseuses et cuisinières, se mirent en marche à pied vers le palais royal. Elles étaient
plus de 6000. Elle réclamait du pain et de la justice, exprimant la faim et le mécontentement du peuple simple. Le matin du 6 octobre, la foule fit irruption à Versailles. Des gardes furent tués. La famille royale fut contrainte de sortir sur le balcon. La famille royale a vécu aux Tuileries pendant presque 2 ans. Ils ont cessé d'être appelés Leur Majesté. Désormais, ils étaient Monsieur et Madame Capet, du nom de leurs ancêtres. Ils ne pouvaient pas quitter le palais sans permission. Toutes les lettres étaient ouvertes et chaque pas était soigneusement surveillé par la garde, ce qui renforçait leur isolement. Marie-Antoinette, élevée à la stricte cour de Vienne, supportait difficilement l'isolement. Ses enfants, Marie-Thérèse et Louis-Charles, sortaient presque jamais dans la rue. Son mari, le roi, étudiait en silence des traités géographiques et la carte de France, plongé dans ses pensées sur le destin de sa famille et de son pays. Marie-Antoinette écrivait des lettres secrètes à son frère à Vienne, le suppliant d'intervenir et de sauver la couronne, espérant une aide extérieure. En mars, elle commença à discuter avec le roi d'un plan d'évasion. La nuit, il prévoyait de quitter Paris en calèche sous le déguisement d'aristocrate. Leur but était d'atteindre la ville frontalière de Montmédy, où des alliés les attendaient déjà, prêts à les aider à s'enfuir et à restaurer le pouvoir. Mais le masque était faible. Dans la nuit du 20 au 21 juin, ils quittèrent Paris, entamant un voyage dangereux. Le chemin avançait lentement. La voiture était lourde, la route difficile, le changement des chevaux prenait beaucoup de temps. Au lieu de 14 heures, le trajet dura 22. Louis insistait pour faire des arrêts, voulait manger et parler avec les paysans. Il ne savait pas rester discret et attirer l'attention. Dans la ville de Saint-Menehould, à seulement 30 km de la destination, ils furent reconnus par le facteur. Il compara le roi à l'image sur une pièce de monnaie. Le facteur donna l'alerte. Les gardes locaux reçurent l'ordre d'arrêter les passagers de la voiture et de les arrêter. Le roi tenta d'expliquer son identité, mais confirma ainsi celle-ci. Le matin du 22 juin, toute la famille fut arrêtée. Ils furent détenus à la mairie parmi les soldats et les fonctionnaires en attendant un ordre officiel de Paris pour les actions futures. Une foule s'était rassemblée sur la place. Certains restaient des silencieux, d'autres crachaient par terre et d'autres voyaient pour la première fois un roi vivant hors de son trône. Le roi était transporté sur le balcon comme un homme ordinaire fatigué en vêtements poussiéreux. Le chemin du retour prit 4 jours. Le long de la route, des foules regardaient en silence et accompagnaient du regard. Parfois quelqu'un criait « Traître !» Mais c'était surtout le silence. La voiture était escortée par la garde nationale. Ce n'était pas le retour des monarques, mais l'escorte des prisonniers. À Paris, la nouvelle de la fuite a provoqué un choc. Même les sceptiques ont compris. Le roi essayait de fuir non pas le danger, mais le peuple. Les députés de l'Assemblée nationale se sentaient trompés. La foule était dévouée. Le journaliste Camille Desmoulins a écrit « Le roi n'était pas un prisonnier mais un acteur. Il jouait tout en planifiant sa fuite. » Les rumeurs se multipliaient chaque jour. On disait que Marie-Antoinette avait transmis des lettres secrètes à l'Autriche, qu'elle voulait une guerre civile et était prête à trahir la France pour le trône. Aucune de ces accusations n'a été prouvée. Après Varennes, la réputation de la famille royale fut détruite. Le lendemain, Marie-Antoinette restait silencieuse et ne parlait même pas à son mari, plongé dans le désespoir. Louis lisait la Bible en silence. Marie-Antoinette écrivait des lettres à l'étranger à son frère Léopold II à Vienne, puis à son successeur François II. Elle implorait d'intervenir, insistant sur le fait que la Révolution menaçait toute l'Europe. Les lettres venaient d'une mère, d'une épouse et d'une reine qui ne voulait pas céder le trône. Elle croyait que de l'aide viendrait, qu'une armée se préparait à l'étranger et que la France comprendrait son erreur. Mais le temps jouait contre elle. Chaque jour, son absence dans l'espace public était interprétée comme un mépris envers le peuple. Chaque rumeur était prise pour vérité. Les journaux écrivaient qu'elle conspirait avec l'Autriche, qu'elle était une espionne et menait une correspondance secrète avec les ennemis. Quelqu'un affirmait qu'elle avait des cartes autrichiennes sous son oreiller. La famille royale s'est réfugiée dans la salle de l'Assemblée législative, mais il était clair pour tous que le pouvoir du roi était terminé et que la monarchie avait été suspendue le même jour. Louis n'était plus appelé roi. Son titre fut remplacé par citoyen Capet, ce qui signifiait la fin de la monarchie et le début d'une nouvelle ère. Quelques jours plus tard, la famille royale fut transférée en prison, l'ancienne forteresse du Temple, avec ses vieilles grilles, sa garde et ses portes verrouillées. Marie-Antoinette se retrouva dans une cellule avec un lit de fer et des murs vides. Au lieu de domestiques, il y avait des gardes, au lieu de lettres, un silence mortel. Les enfants étaient avec eux, mais on ne les laissait voir qu'avec la permission des gardes. Parfois, on apportait du papier et de l'encre pour que Marie-Antoinette puisse écrire des lettres. Ces lettres sont aujourd'hui conservées aux archives. L'écriture tremblait, mais le langage était poli et clair, comme si elle gardait sa dignité en prison. Louis fut jugé en premier. Le procès fut public et il fut accusé de 33 chefs, y compris tentative de fuite et subversion de la Constitution. Il répondait calmement, brièvement, restant souvent silencieux.
En janvier 1793, il fut condamné à mort. Marie-Antoinette vit son mari pour la dernière fois la veille de l'exécution. Il embrassa les enfants et tint longuement la main de son fils. Il ne lui dit rien, mais son regard était plein d'amertume et d'adieu. Ce fut le dernier moment de leur vie commune. Le lendemain, il fut sorti de sa cellule exactement à 10 heures du matin. À midi, il y eut une rencontre avec Géliatina. Après cela, elle ne quitta plus sa chambre. La santé de Géliatina se détériora brusquement. La nourriture devint maigre, le sommeil interrompu et agité. En avril, on lui prit son fils, déclarant qu'il serait élevé selon les lois de la Nouvelle République. Elle demanda la permission au moins de dire au revoir à son fils, mais essuya un refus. Il ne lui restait que sa fille, Maria Teresa. Elle vivait à proximité, mais sous une surveillance différente. Parfois, elle parvenait à échanger de courts billets, presque sans mots, « Je suis ici » ou « Je suis vivante ». Elle était constamment surveillée, même lorsqu'elle allait aux toilettes. Le tribunal a commencé sa séance le 14 octobre. Les accusations contre elle étaient de lourdes et graves, trahison, complicité avec l'ennemi, participation à des complots et détournement d'argent. Un point semblait particulièrement absurde, la séduction de son propre fils. Le procureur Fuquetenville parlait fort et avec force. Une tension s'est installée dans la salle. La femme s'est levée, a pâli et a dit « Je suis restée silencieuse, mais une mère doit répondre à cette accusation. » Elle s'est adressée au présent « La nature rejette cela. Je fais appel à ceux qui ont été parents. » Après ces paroles, un silence est tombé dans la salle, même les ennemis ont détourné le regard. Mais le silence n'a rien changé. Elle portait une simple robe blanche. Ses cheveux étaient découpés, ses mains libres et ouvertes. Elle avançait vers son destin avec dignité et calme. La foule marchait le long des rues. Les gens criaient, riaient et crachaient. Quelqu'un se tut, mais personne ne sortit pour la défendre. Ses mains étaient liées dans son dos. Un des gardes lui marcha accidentellement sur le pied. Elle sursauta brusquement, puis dit doucement « Je vous prie de m'excuser, ce n'était pas intentionnel. » La politesse face à la mort. En 1815, lorsque les Bourbons revinrent au pouvoir, les restes de Louis XVI et de Marie-Antoinette fut réinhumée dans la nécropole des rois de la basilique de Saint-Denis. On lui érigea une tombe, on lui rendit son titre et l'église célébra un service funèbre, mais il était déjà trop tard. Le mythe de Marie-Antoinette devint plus fort que la monarchie elle-même. Son image changea des dizaines de fois, reflétant différents points de vue et époques. Pour les révolutionnaires, elle était une étrangère, une dépensière autrichienne, hautaine et inutile. L'image était pleine d'hostilité et d'accusations. Pour les royalistes, elle était une martyre, une femme morte par fidélité à son mari et au trône, un symbole de sacrifice et de loyauté. Au XIXe siècle, on commença à la représenter douce et souffrante, presque sainte. Au XXe siècle, elle devint une icône de la mode et du style. La phrase « qu'il mange de la brioche », qu'elle n'a jamais prononcée, resta dans les manuels scolaires et est citée dans différentes langues. La source de cette phrase est fausse, mais on continue de l'attribuer à Marie-Antoinette, créant une image erronée. Les artistes peignaient ses portraits, parfois rayonnantes, parfois fatiguées, parfois perdues, reflétant différentes facettes de sa personnalité. Au cinéma, on la montre poudrée, en dentelle, parmi des gâteaux et des bals, alors qu'en réalité, il y avait beaucoup moins de bals que de silence. Dans les lettres, les souvenirs des contemporains et les archives, une autre image est préservée, celle d'une femme à qui l'on a ôté sa patrie et sa liberté. Elle vivait sur scène et ne pouvait pas se retirer en coulisses. Elle n'était pas préparée à la chute, mais elle gardait toujours une posture digne. Dans l'histoire reste la question, qui était vraiment Marie-Antoinette? Une victime, une coupable, un symbole d'époque ou une otage? Peut-être que la réponse n'est pas nécessaire, car l'essentiel est la façon dont sa mémoire continue de vivre et d'influencer nos vies. Comment la mémoire s'est transformée le vivant en légende. Elle ne parle plus, mais son histoire résonne dans les livres et sur les écrans, dans le silence des salles de musée. Et peut-être que cette nuit, quand la ville s'apaise et que la voix du conteur devient plus douce, tu pourras imaginer une petite fille à Vienne. Elle nourrit un perroquet dans une serre. Elle ne sait pas encore qu'on l'appellera autrement et personne ne la déteste encore. Elle vit simplement et respire librement, savourant l'instant sans peur ni inquiétude.